Bonjour à tous, capsule juridique hors série, enregistrée le 16 janvier 2026, à la demande et à l'attention des organisateurs des 3e journées citoyennes qui se tiendront à Vierzon dans quelques jours. Donc bonjour à tous et bravo aux organisateurs de cet événement. J'ai accepté avec plaisir de vous proposer une capsule hors série pour faire le point des informations juridiques et judiciaires autour de la crise dite sanitaire et faire une sorte de petit récapitulatif de l'évolution générale. Si vous ne connaissez pas encore mes capsules, je suis avocate quelque part en France et j'informe depuis octobre 2021 en me concentrant autant que possible sur les informations positives, même s'il me faut parfois faire quelques détours du côté sombre pour expliquer les évolutions. Dans les informations qui vont suivre, je vous préciserai les numéros des capsules que vous pourrez écouter pour approfondir les sujets que je ne fais qu'évoquer. Et l'adresse de la chaîne Crowdbunker se trouve au pied de la vignette de cette vidéo. C'est à cet endroit-là que vous trouverez l'intégralité des capsules depuis le début. Vous pouvez également me suivre sur Telegram. Cette capsule-ci ayant donc été enregistrée le 16 janvier 2026, toutes les bonnes nouvelles qui tomberont ultérieurement seront à suivre sur la même chaîne Crowdbunker et à l'allure où le vent tourne, les informations positives devraient s'accélérer. Tout ceci étant dit, entrons donc dans le vif du sujet. J'ai en effet 10 minutes environ pour vous faire un petit résumé de l'état de la situation sur le plan juridique et judiciaire, en lien direct ou indirect avec cette pandémie de Covid et tout ce qui a suivi. Pour la France tout d'abord, en 2020 et 2021, l'essentiel des procédures engagées en France concernait bien sûr les mesures sanitaires. Par la suite, à partir de 2021, fin 2021, 2022 et 2023, vint la vague des actions menées par les soignants qui avaient refusé les injections et qui en payaient le prix fort. On a vu quelques résultats intéressants en 2024 et début 2025. Quelques procédures ont été couronnées de succès dans une mesure variable. Malheureusement, quelques autres n'ont pas abouti. Cette catégorie de procédures-là semble un petit peu en sommeil pour l'instant, mais à mon avis, c'est le signe que certaines sont encore en degré d'appel et que les arrêts n'ont pas encore été rendus. Les dernières bonnes nouvelles que j'ai pu annoncer à ce sujet datent de juillet puis septembre 2025. Il en est question dans ma capsule tout d'abord 251 à propos d'un lien entre une vaccination contre l'hépatite, cette fois-ci c'était une affaire plus ancienne, et des effets secondaires graves subis par une victime, et la capsule numéro 255 à propos de la contestation d'un licenciement d'une salariée non injectée. Ces deux affaires qui étaient menées par Maître Bessy, avec qui j'ai d'ailleurs enregistré la capsule numéro 251. Plus récemment, il semble qu'on entre dans une phase que j'appellerais plutôt, sans la moindre connotation péjorative, au contraire, les règlements de compte. Ainsi, on peut signaler de manière assez récente, tout d'abord une victoire du docteur Denis Agré, qui parvient à faire annuler par le Conseil d'État la sanction de radiation qui avait été prononcée contre lui par une chambre disciplinaire d'appel. Alors, il a lui-même qualifié cette victoire de victoire en demi-teinte pour différentes raisons, mais au moins la condamnation a été cassée, essentiellement, on va dire, pour un vice de procédure. J'ai détaillé ça dans ma capsule numéro 263. Plus récemment encore, et ça c'est assez significatif et très intéressant, le docteur Frank Zeger annonçait avoir initié une plainte ordinale qui fait tache d'huile contre le docteur Vargon, qui est un invité habituel des plateaux TV. Cette plainte faisait suite aux propos tenus par le docteur Vargon à l'antenne, lequel souhaitait que les personnes qui refusaient les vaccins contre la grippe, donc maintenant à l'hiver 2025, soient ensuite frappées de sanctions consistant en un refus d'accès aux soins en cas de maladie. Le docteur Zeger a donc rédigé un courrier destiné au Conseil de l'Ordre dont dépend le docteur Vargon pour initier une plainte ordinale et ceci a donné l'idée à de très nombreux autres médecins de suivre l'exemple. Ce courrier s'est en effet propagé comme un feu de paille sur les réseaux. Et cette information, à mon avis, n'est pas anodine. Ceux qui n'ont pas osé s'élever et s'exprimer pendant la période Covid elle-même, et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, on n'avait pas encore entendu le docteur Zeger auparavant, si je me trompe, j'espère qu'il me pardonnera. Donc ces personnes qui n'avaient pas osé s'exprimer pendant toute cette période osent à présent en tirer les leçons de ce qui s'est passé et osent refuser de laisser d'autres médecins propager des discours de ce genre, surtout tenant compte, pour ce point précis, de l'inefficacité déjà avérée de ces vaccins contre la grippe, sauf erreur moins efficace que la moyenne des résultats de l'effet placebo, mais au-delà de cette question de l'efficacité, c'est le principe même d'un refus de soins pour des citoyens en raison de leurs choix médicaux qui heurte à juste titre le docteur Zeger. Donc on peut se réjouir de cela et de l'effet surtout de contagion que ça semble entraîner. Et à ce sujet, je vous suggère aussi d'écouter une capsule datée du 15 novembre 2023 dans ma série L'info juridique qui pique, ce sont les vignettes bleues sur la chaîne Crowdbunker. C'est l'épisode 5 de cette série
qui parle d'une commission d'études, on va appeler ça comme ça, créée par l'éditeur du Lancet, donc la revue médicale, à propos du rôle de la médecine au sens large et des médecins eux-mêmes dans les régimes totalitaires. Et dans le document que j'avais très longuement commenté dans cette capsule, il était notamment dit ceci, je cite: la médecine, le nazisme et l'Holocauste devraient faire partie intégrante des programmes d'études en sciences de la santé. Chaque programme de formation pour les professionnels de la santé dans le monde entier devrait inclure l'apprentissage de l'histoire de l'implication de la médecine dans le nazisme et l'Holocauste. L'enseignement devrait se concentrer sur l'apprentissage des faits essentiels et la réflexion sur les implications de cette histoire pour la pratique actuelle et future des soins de santé, y compris la responsabilisation des professionnels de la santé et de leurs institutions de défendre les droits de l'homme dans la pratique clinique, la recherche et la politique publique, et de lutter contre l'antisémitisme, le racisme et d'autres formes de discrimination. Fin de citation. Je vous conseille vraiment d'aller écouter cette capsule, donc la numéro 5 de l'info juridique qui pique, parce que vous pourriez sans doute trouver des arguments et peut-être même apprendre certaines choses. C'est vraiment le but de la capsule. Ensuite, voyons un petit peu on va dire l'évolution au niveau de l'Europe, et j'entends par là l'Europe continentale, dans l'Union européenne ou hors Union européenne. Et au niveau européen, il y a eu quasiment la même évolution, tout aussi logique. Donc d'abord des procédures contre les mesures sanitaires, suivies de procédures pour obtenir, dans certains cas, le remboursement d'amendes récoltées par les pouvoirs publics dans différents pays. Ce fut le cas notamment en Hongrie, je crois de mémoire, et aussi en Espagne. Et ensuite, récemment, en Belgique, une victoire intéressante du docteur Alain Collignon, qui était en litige suite à des propos tenus en public et s'adressant notamment au président de l'ordre provincial des médecins dont il dépend. J'ai évoqué cette affaire-là en détail dans une capsule toute récente qui porte le numéro 262. Ce qu'on note également au niveau européen, et là c'est plus inquiétant, c'est une tentation parfaitement totalitaire de certains pays européens à emprisonner des avocats dissidents et résistants pour les bloquer dans leurs actions. Alors évidemment, on pense bien sûr d'abord à Reiner Fuellmich, mais également aux Pays-Bas à l'avocat Arno van Kessel, qui avait débuté la procédure qui se tient actuellement et dont je vais parler dans un instant. Maître van Kessel a été arrêté pour des motifs qui semblent bien fallacieux vers mai ou juin 2025 et est à ce jour toujours détenu. Alors cette procédure, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une procédure qui est menée par une fondation nommée Recht op Recht, ce qui pourrait se traduire de façon littéraire par droit au but, et procédure qui a été lancée déjà en juillet 2023. Elle est dirigée contre 17 personnes qui sont soit des membres du gouvernement hollandais au moment des mesures dites sanitaires, Mark Rutte, qui est l'ex-premier ministre actuellement à la tête de l'OTAN en tête de procédure, mais aussi contre Bill Gates, Albert Bourla ou l'État des Pays-Bas en tant que personne de droit public. Et après, des problèmes de procédure, parce que Bill Gates a tenté en vain de contester la compétence territoriale du tribunal saisi. Après l'arrestation donc de maître Arno van Kessel, qui est toujours emprisonné, la procédure se poursuit avec un autre avocat et la fondation Recht op Recht a annoncé récemment que différents experts allaient être entendus. Ceci est une avancée majeure et très très positive parce que en 2023, au moment de l'introduction de cette procédure, qui n'est pas pénale mais civile, j'aurais pas parié très cher sur le fait qu'on en arrive déjà là. Donc ça avance pas mal du tout. Et si vous voulez en savoir beaucoup plus sur cette procédure-là, je vous suggère d'écouter dans l'ordre les capsules 169, 226 et puis 261. Pour ce qui se passe ailleurs dans le monde, on a vu une évolution un petit peu différente aux USA, parce que, en plus des procédures qui contestaient des licenciements d'agents publics qui avaient refusé les injections, on a vu également certaines procédures qui avaient pour objet d'obtenir la possibilité pour des médecins de soigner des malades hospitalisés à l'aide de l'ivermectine, alors que les services hospitaliers refusaient tout accès. Le schéma était toujours le même. Un patient était hospitalisé, sa famille voulait qu'il puisse être traité à l'aide d'ivermectine, mais l'hôpital, grassement subventionné, comme on le sait aujourd'hui pour chaque patient mis sous respirateur, refusait l'accès du médecin traitant, ce qui amenait la famille à saisir d'urgence la justice. Et vous trouverez un exemple précis de cette procédure, d'une procédure de ce type, qui s'est heureusement soldée par un résultat positif, tant sur le plan juridique que médical, dans ma capsule numéro 20. Par la suite, survint toute la polémique et la procédure justement sur les messages de propagande de la FDA qui n'assimilait l'ivermectine qu'à un antiparasite pour chevaux. Une action fut aussi lancée à ce sujet et fut gagnée par les médecins, après d'ailleurs des revirements et des errements en termes de communication de la part de la FDA. Donc la procédure fut gagnée par les médecins qui parvinrent à faire dire par le juge qu'ils étaient les seuls à pouvoir conseiller un traitement et que la FDA avait outrepassé ses prérogatives.
Écoutez à ce sujet ma capsule numéro 253 qui est très très détaillée sur toute la question de l'ivermectine et qui reprend vraiment un fil chronologique de tout ce qui a été dit quasiment à travers le monde dans des procédures judiciaires ou en tout cas dans des informations juridiques juste concernant ce traitement avec l'ivermectine. Et au final, le site de la FDA elle-même a fini par préciser assez récemment que l'ivermectine était recommandée pour traiter le Covid-19 et vous entendrez ça également dans cette capsule numéro 253 avec comme toujours la source de l'information. Aux USA toujours, un virage très important est en train de se produire. Tout d'abord, Robert Kennedy Jr., ministre de la Santé, comme vous le savez, a initié une nouvelle réglementation visant à obliger les sociétés pharmaceutiques à procéder à de vraies études d'efficacité pour les vaccins, parce que c'était jusque-là les seuls produits pharmaceutiques qui en étaient dispensés. Ça provoque évidemment la panique au sein de Big Pharma, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Et dans le même ordre d'idée, le calendrier vaccinal des enfants est drastiquement réduit, passant de 72 injections sauf erreur à 11 ou 12. Il appartient en outre à chaque État de déterminer si ces injections sont ou non obligatoires pour permettre l'accès des enfants dans des crèches ou des écoles. Et un peu avant, on a vu arriver fin novembre 2025, presque en douce, mais ça n'a pas échappé aux observateurs les plus vigilants, une modification du site internet du CDC, donc toujours aux USA, qui soudain avoue qu'il n'existe aucune preuve de l'absence de lien de causalité entre les vaccins et l'autisme, et que des indices pourraient conclure à une telle causalité. J'ai évoqué cette question dans ma capsule numéro 259, comme toujours avec les liens. Enfin, et même si ce n'est plus tout à fait purement juridique, vous avez vu passer évidemment les innombrables études scientifiques qui démontrent les effets dramatiques des injections Covid. Je ne doute pas un instant que de nombreux médecins et scientifiques seront présents à Vierzon pour détailler tout ça bien mieux que je ne pourrais le faire, mais cette évolution parallèle est évidemment fondamentale si on veut remettre l'église au milieu du village sur le plan scientifique. Les législateurs qui à travers le monde n'auraient pas encore compris les mécaniques mises en œuvre ne pourront ouvrir les yeux que si la vraie science, cette fois-ci avec un grand S, peut leur être expliquée par des médecins et des scientifiques intègres. Pour terminer, je voudrais évoquer 2 ou 3 infos particulières que vous trouverez dans les capsules de séries parallèles. En octobre 2023, tout d'abord, j'ai piqué un gros coup de gueule contre la tendance de certains Français à la délation. Me basant sur une affaire précise dont j'avais été informée, j'ai expliqué comment un youtubeur avait trouvé utile de dénoncer un médecin généraliste au conseil de l'ordre de celui-ci, simplement sur base de posts publiés par ce médecin sur les réseaux sociaux, et parce qu'il existait par ailleurs un conflit entre eux sur un sujet totalement étranger à la crise Covid. Je me suis permis quelques parallèles historiques en me basant notamment sur le film de Vera Sharav. Cette capsule avait beaucoup circulé, mais je crois qu'elle pourrait vous plaire et surtout permettre aux citoyens de comprendre jusqu'où peuvent mener certaines dérives hygiénistes telles que celles que nous avons connues depuis 5 ans. Il s'agit donc de la capsule L'info juridique qui pique numéro 4 qui date du 11 octobre 2023 et je vous conseille vraiment de l'écouter, voire de la faire tourner si elle vous plaît. Il y a quelques semaines, je vous ai aussi fait une capsule de la même série, L'info juridique qui pique, qui parle d'un rapport d'une commission quelconque créée au sein de l'Union européenne, qui s'interrogeait en 2018 déjà sur la question de savoir s'il fallait ou non implanter chez les travailleurs, dans les travailleurs en l'occurrence, des puces RFID. Alors je ne plaisante pas, c'était en gros, faut-il pucer les travailleurs? Et je crois que ces débats de fond sont importants pour comprendre le contexte général dans lequel toutes ces mesures sont intervenues. Vous trouverez ça dans la capsule L'info juridique qui pique numéro 9 qui date du 11 décembre 2025. Voici donc un tout petit résumé de l'état actuel des combats qui sont menés à travers le monde. Il y a des centaines d'autres informations qu'il est évidemment difficile de vous synthétiser en 10 minutes. Je vous souhaite de très belles rencontres citoyennes. N'hésitez pas, lorsque cette capsule-ci sera publiée sur la chaîne des organisateurs puis sur la mienne, à l'issue des rencontres, à venir me faire un petit retour en commentaire, ça me fera plaisir. Et à suivre, si ça vous intéresse, mes prochaines publications. Et s'il vous vient à l'idée d'écouter l'ensemble de mes capsules depuis le début, surtout faites-le dans l'ordre où je les ai publiées, car souvent je vous parle des mêmes affaires au fil de leur évolution, ce qui vous permettra de mieux comprendre. À très bientôt donc, et comme je le dis à la fin de chaque capsule depuis octobre 2021, tenez bon. Au revoir.